Les États-Unis ont-ils commis un génocide contre les Amérindiens, les gars? On appelle ça comment? Ça me rappelle des méthodes utilisées par un autre pays. Y a pas une histoire comme quoi ils leur avaient filé des couvertures avec des trucs? Eh, les pauvres, ils ont tellement dû se manger des bastos parce que les mecs, je pense pas qu'ils étaient calibrés. C'est du YouTube de très grande qualité, vous voyez? Alors qu'à la base, ils étaient chez eux. Eh, ils faisaient peur, Black Kettle. Ils ont fait vraiment du mal dans ce monde, c'est une dinguerie. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Les États-Unis ont-ils commis un génocide sur les Amérindiens? Putain, là, les gars, là, je suis lancé, là. Ah, là, je suis lancé. Alors là, je suis... Eh, ouais, ma souris, elle bug. Sur la tête de... Attendez, ma souris bug. Qu'est-ce qui se passe? Donald Trump serait-il en train de contrôler ma souris? Oh! Comment ça, YouTube bug? Je vous jure que c'est vrai. On repart. Mettez des likes. Question controversée qui hante encore les États-Unis. En 4 siècles, la population autochtone est passée d'environ 3 à 7 millions de personnes à seulement 250 000 individus. Mais que s'est-il vraiment passé? Les États-Unis auraient-ils commis puis tenté de cacher un génocide? C'est en tout cas la thèse qu'avancent certains. Et il faut dire que les preuves sont nombreuses, car tout ce qui s'est passé a été largement documenté. Guerre, massacres, déportations, viols, épidémies, des terres volées, confisquées, pillées, et tout ça sous la bénédiction de la Maison Blanche? Comme souvent, ce n'est pas si simple que ça. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée. Vous le savez, mais c'est grâce à eux qu'on peut réaliser ce genre de vidéo. Au XVIIIe siècle, la couronne britannique a colonisé... Oui, mais Blacks, ok, mais techniquement, ces Européens, ils sont devenus quoi ensuite? une partie de la côte est de l'Amérique, où elle y a établi 13 colonies. Sur place, les rapports avec les natifs américains sont parfois tendus. Si certaines tribus font le commerce notamment de fourrure, et font parfois des alliances avec les puissances coloniales, qui d'ailleurs vont se servir des rivalités entre tribus pour s'installer durablement en Amérique, les colons anglais notamment méprisent la culture et le mode de vie de ces tribus, qu'ils jugent arriérés. À cette époque, environ 1 million de colons vivent principalement dans les 13 colonies, tandis que les tribus autochtones avec lesquelles les colons sont en contact vivent dans un espace qui s'étend des Appalaches vers les Grands Lacs jusqu'au fleuve Mississippi. Mais un événement va tout changer. En 1776, les 13 colonies britanniques déclarent leur indépendance. C'est le début de la Révolution américaine, qui s'achève par la création d'un nouveau pays, les États-Unis. Lorsque les Américains obtiennent leur indépendance, ils récupèrent non seulement les 13 colonies, mais aussi l'ensemble des territoires dans lesquels vivent ces tribus. Et ils n'ont aucunement l'intention de leur laisser. Le gouvernement américain considère toutes les terres qui s'étendent jusqu'au fleuve Mississippi comme le sien, sans se soucier des nombreuses tribus qui y vivent depuis... Ça commence. Déjà, les Américains, à cette époque-là, avaient la fâcheuse tendance d'arriver sur des territoires et se les approprier comme si de rien n'était. plusieurs générations. En réaction, en 1785, plusieurs tribus, dont les Chouanons, les Menomis, les Creeks... Enfin, c'est approprié non, parce qu'après, ils ont plus vraiment colonisé des territoires, mais aller sur des territoires et foutre la merde, voilà. Les Mississauga forment une coalition qui exige qu'on leur cède le contrôle de ces terres et que l'installation des Blancs y soit interdite. Ouais, Sans les natifs. surprise, le gouvernement américain refuse, envoie l'armée et déclenche la première guerre entre les jeunes États-Unis et les natifs américains, qui sont battus en 1794 à la bataille de Fallen Timbers. Mais la colère ne redescend pas, et un nouveau conflit pointe le bout de son nez. En 1812, Tecumseh, un chef d'une tribu Chouanon, profite d'une guerre entre États-Unis et Royaume-Uni sur fond de querelles commerciales pour former une nouvelle coalition de 30 nations amérindiennes contre Washington. Mais une fois de plus, les armées autochtones sont écrasées. En 1813, Tecumseh est tué à la bataille de Moraviantown, ce qui provoque la dissolution de cette coalition autochtone. Après ça, certains peuples font le choix de rejoindre le camp américain contre une promesse d'autonomie qu'ils n'obtiendront jamais. Et pour les autres, la politique américaine est désormais claire. Ils doivent déménager au Canada ou à l'ouest du Mississippi. Le projet est alors simple. Créer une réserve, c'est-à-dire une zone où les natifs américains pourraient vivre librement, sans interférence avec Ils étaient chez eux à la base. Hein. l'extérieur, avec Ça me rappelle des méthodes utilisées par un autre pays. l'interdiction d'en sortir. De toute façon, on ne leur laisse pas trop le choix, et ceux qui résistent sont déportés de force.
C'est le début de nombreuses révoltes et de guerres. La première a lieu quelque temps après la défaite de Moraviantown. Les Creeks, refusant d'être déplacés vers l'ouest, ils se révoltent et attaquent une garnison militaire commandée par un certain Andrew Jackson. L'année suivante, Jackson prend sa revanche sur les Creeks. Vaincu, une partie trouve refuge chez le peuple séminole en Floride. Mais la majorité est déportée dans la réserve indienne de l'Ouest. Mais pour ceux qui se sont réfugiés chez les Séminoles, la paix est de courte durée. En 1817, le gouvernement américain souhaite eux aussi les soumettre, car ils sont installés sur des réserves de coton. Et c'est de nouveau Andrew Jackson qui est à la tâche. Il fait brûler tous les villages amérindiens qu'il rencontre et fait parquer les Séminoles dans Les gars, la réponse, elle est là, frère. C'est... Les États-Unis ont-ils commis un génocide contre les Amérindiens, les gars? On appelle ça comment? une réserve où le sol ne peut pas être cultivé. Beaucoup de Séminoles meurent de faim et de maladie. Pour survivre, ils doivent mener des pillages aux alentours, ce qui déclenche une deuxième guerre avec les Américains. Mais à la fin, les Séminoles finissent par se rendre. La plupart sont déportés eux aussi vers le territoire indien de l'Ouest, et seule une minorité réussit à rester en Floride et à vivre dans une micro-réserve dans les Everglades, qui existe encore de nos jours. Si vous trouvez déjà ce genre de traitement atroce, eh bien, c'est pas fini. Car le cas le plus terrible est sans doute celui des Cherokees. Pourtant, à l'origine, les Cherokees sont la nation amérindienne. Les gars, je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, dites-moi. Y a pas une histoire comme quoi il leur avait filé des couvertures avec des trucs, je sais pas quoi. C'est flou dans ma tête, mais j'avais entendu des vieilles histoires un peu comme ça. On leur a offert des couvertures, je sais pas quoi et tout. Et pitié, je sais pas si je dis n'importe quoi. Avec la variole, avec des maladies. Si, c'est en Amérique du Sud. Ah, c'est Christophe Colomb, ok, d'accord. Pourrait qualifier de... Non, c'est pas South Park, c'est réel. C'est pas South Park. Je crois c'est... Ouais, ça devait être en Amérique du Sud. C'est pas... Non, les gars, si votre rêve c'est South Park, c'est pas bon signe. La vraie vérité, c'était, je crois, en Amérique du Sud, on leur filait des maladies, des conneries et tout, ouais. occidentalisés. Installés en Géorgie, ça fait un Bien moment dit, que les South Park. Cherokees ne sont plus nomades. Ils s'habillent comme les Occidentaux, Ah, ça, ils là, ont tu construit des comprends. routes, des maisons en Content pour moi. briques, des écoles, des forges, des scieries ou encore des machines pour tisser le coton. Ils ont même une constitution et un journal, le Cherokee Phoenix, qui est publié à la fois en anglais et dans la langue cherokee. Et ils ont même des esclaves noirs. Bref, eux, on peut difficilement leur reprocher de ne pas vouloir se convertir au mode de vie des Blancs. Et pourtant, ils vont quand même avoir des ennuis. Bon, le souci en fait, il ne vient pas d'eux, mais du sol sur lequel ils vivent. Car depuis peu, les colons y ont découvert de l'or. Les colons américains veulent donc sans surprise s'emparer des terres Cherokees. Et pour ça, ils ont le soutien du président des États-Unis, qui n'est nul autre que, tiens, Andrew Jackson. Ok. Ouais, le même qui faisait raser des villages quelques années auparavant, il est devenu président. En 1830, il propose une loi qui est votée par le Congrès, l'Indian Removal Act, qui n'est ni plus ni moins que l'expulsion forcée des Cherokees vers le territoire indien. Mais pour une fois, ça ne passe pas. Au Congrès, une opposition se forme contre cette loi car elle est jugée immorale, surtout contre un peuple considéré comme pacifique et qui se Il y civilise a quand même des gens qui avaient du bon sens. qui pour eux est une Ça bonne m'étonne chose. quand je vois des trucs comme En ça parfois. 1832, la Cour suprême des À leur États-Unis époque. va même juger cette loi illégale. Mais le président Jackson leur répond que s'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller en Géorgie pour empêcher l'expulsion des Cherokees. Ce qui, évidemment, ils ne feront pas. Sans soutien sur place, les Cherokees se retrouvent donc forcés de vendre leurs terres aux colons, qui se les partagent lors de loteries. En 1838, 17 000 personnes, hommes, femmes et enfants, sont forcés de partir sous la pression de l'US Army. Ils entament alors un long voyage jusque dans une réserve en Oklahoma. Un tiers des Cherokees trouvent la mort lors de cette marche forcée, Oh là là. qu'ils baptisent la piste des larmes. Cette loi de déportation est ensuite étendue peu après par le Congrès à tous les peuples qui vivent entre la côte et le Mississippi. L'Indian Removal Act marque donc la fin de la tentative de cohabitation entre les États-Unis et les nations autochtones. En 1840, le constat est brutal. Du Mississippi à la côte est, les natifs américains ont pratiquement disparu. Il ne reste plus que quelques tribus isolées dans les montagnes Appalaches et quelques autres, notamment des métis, qui tentent de s'intégrer tant bien que mal dans la société américaine. Mais pour la grande majorité qui a été obligée de migrer au-delà du fleuve Mississippi, vers ce qu'on appelle les Grandes Plaines, si pendant un temps ils ont cru avoir trouvé là un refuge pour échapper aux colons, ce refuge
va vite se transformer en piège. Car bientôt, les colons vont lancer des expéditions vers l'ouest, ouvrant la voie à une nouvelle grande vague de migration, qu'on appellera la conquête de l'Ouest. Ok. Avant de continuer, j'ai un petit truc à vous raconter. Vous vous souvenez quand au début je vous ai dit qu'à leur indépendance, les États-Unis avaient récupéré les 13 colonies et toutes les terres allant jusqu'au fleuve Mississippi. Ouais. Eh bien, j'ai omis de vous donner un petit détail. Petit retour en arrière. En 1803, bien avant l'Indian Removal Act et la déportation des Amérindiens, les États-Unis ont signé à Paris un traité avec la France pour leur racheter la Louisiane française. Un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, qui à l'époque couvrait l'état actuel de la Louisiane au large du golfe du Mexique et qui remontait et s'étendait jusqu'à la frontière avec le Canada. En signant ce traité, les États-Unis ont pris possession de toutes les grandes plaines à l'ouest du Mississippi jusqu'aux montagnes rocheuses. Après avoir acheté la Louisiane, le président de l'époque, Thomas Jefferson, a ensuite financé une expédition qui emmena les deux explorateurs Lewis et Clark, aidés par une guide amérindienne jusqu'à la côte du Pacifique. Cette expédition ouvre la voie pour de nombreux Américains désireux de s'aventurer à l'ouest. Les colons américains se persuadent que leur destin se trouve au-delà du Mississippi et qu'ils doivent prendre possession de toutes ces terres et de ses ressources, mais aussi y apporter les valeurs fondatrices de l'Amérique, une société libre, démocratique, chrétienne et blanche. Mais en s'aventurant dans les grandes plaines, ils découvrent d'autres peuples autochtones qu'ils ne connaissaient pas jusque-là et qui vivent différemment de ceux qu'ils connaissaient avant. Ces tribus n'ont pratiquement jamais été en contact avec les colons jusque-là, hormis les Espagnols qui leur ont apporté les chevaux. Ces peuples, ce sont par exemple les Apaches, les Sioux, les Cheyennes ou les Comanches. Ok. Ils sont nomades et leur culture tourne autour du bison. Mais, les pauvres, ils ont tellement dû se manger des bastos parce que les mecs, je pense pas qu'ils étaient calibrés. Ils devaient avoir des trucs très sommaires. Ils ont dû se manger des rafales, des colons. Un animal qui incarne leur culture de la chasse. C'est qui le youtubeur? Il s'appelle La Folle Histoire et je vais. Ah, je le follow déjà, je suis un ouf. La Folle Histoire, voilà. Qui leur donne à manger. Il fait de super vidéos. C'est du YouTube de très grande qualité. Souvent, les gens me disent « Oh, mais YouTube, c'est devenu nul !» Parce que leur YouTube pue la merde et YouTube, c'est exceptionnel. Si tu veux de la vidéo de qualité, tu vas voir les vidéos de la... Voilà, tu vas voir ses chaînes. Tu vas voir sa chaîne, La Folle Histoire. Avec ses os, de quoi fabriquer des outils et des pots pour s'habiller. Alors, tous les 4 matins, les gens viennent sur Twitter et dire « Ah oui, YouTube, c'est devenu nul, machin. » YouTube est à l'image de ce que tu en fais. Si tu fais les bonnes recherches, si tu cherches les bons concepts ou les concepts qui te plaisent, YouTube devient la meilleure plateforme de vidéos. Mais si tu manges que des vidéos... alors moi, je regarde MrBeast, hein, mais si tu regardes que des vidéos de MrBeast, viens pas te plaindre. Tu vas regarder des vidéos, les mecs un peu... Ne viens pas te plaindre. Voilà. Moi, mon feed YouTube, magnifique. J'ai du documentaire, j'ai de la vidéo de con, j'ai du sport, j'ai de la musique, j'ai du jeu vidéo. L'algo YouTube est plus ou moins bien fait et il est à l'image de ce que vous en faites, simplement. Lorsque les Américains se lanceront dans une chasse massive au bison, conduisant à une quasi-extinction de l'espèce à la fin du 19e siècle, c'est tout le mode de vie et l'écosystème de ces peuples autochtones qui seront bouleversés. Vous l'aurez donc compris, ils ont fait tellement quand de mal. Les Américains déportent les Amérindiens vers l'ouest, ils sont déportés vers un territoire américain, puisqu'ils l'ont acheté en 1803. Et sur ces terres se trouvent plein d'autres peuples, avec plein d'autres modes de vie que les Américains considèrent encore moins civilisés. Et les Américains, dans leur volonté d'étendre leurs super valeurs à tout le continent, vont se heurter à... Mais les Américains, c'est quelque chose que... C'est assez drôle, hein, ou triste. Cette volonté de s'étendre partout par la force et la violence, c'est un truc qu'ils ont gardé qu'ils gardent encore. Hein. À ces peuples. S'imposer comme ça va pas très bien se passer. Après quelques timides expéditions, c'est après la découverte d'or, l'annexion du Texas, puis de la côte ouest, après la guerre américano-mexicaine, l'accélération de l'industrialisation et une explosion démographique qui pousse à partir des années 1840 de nombreux Américains à traverser le fleuve Mississippi. C'est le début de ce que l'on va appeler la conquête de l'Ouest. Très vite, plusieurs routes se mettent en place, qui sont empruntées par les colons vers la côte ouest, qui espèrent y trouver de l'or et un climat plus propice à l'agriculture. Mais entre les deux, il y a cet espace vide, les grandes plaines.
où de nombreuses villes sortent de terre et servent de ville-étape. Et si pendant un temps les tribus pensent qu'elles vont pouvoir simplement faire du commerce avec ces nouveaux colons, elles vont vite déchanter. Tout ça se passe sur des terres qu'arpentent les Amérindiens depuis des siècles. Alors forcément, des tensions ne tardent pas à apparaître. Les tribus demandent en compensation aux colons qui traversent leurs terres de payer un droit de passage. Et les colons refusent. Eh, merci Alors, pour le pour calmer sub Ali 69 000. Non, 691 000. l'armée signe un accord pour garantir l'encadrement des routes qu'empruntent les colons. Mais l'accord, passé à l'origine pour 50 ans, est réduit à 15 par le Congrès, ce qui énerve les différentes tribus qui se livrent en représailles à des razzias. Sur la côte ouest, la situation est encore pire. Les natifs qui s'y trouvent n'ont aucun droit juridique et sont bien souvent voués au travail forcé. Tandis que les femmes sont elles fréquemment victimes de violences sexuelles de la part des colons. Vous voyez? Alors qu'à la base, ils étaient chez eux. En Californie, il y a même plusieurs chasses aux Indiens qui sont lancées contre notamment la tribu Yuki. En 10 ans, entre 1854 et 1864, Salut, 90% des Yuki sont exterminés ou réduits en servitude. En 1862 est voté le Homestead Act, qui autorise l'implantation de plusieurs centaines de milliers de fermes dans les Grandes Plaines, avec bien sûr les colons et les villes qui vont avec. Les tribus qui se résignent à vendre leurs terres sont escortées par l'armée américaine vers des réserves, qui vont au fil du temps devenir de plus en plus petites. Et ça, c'est sans parler d'un autre gros problème que rencontrent tous les peuples autochtones depuis le début de la colonisation 4 siècles plus tôt, les épidémies. Plus il y a de contact avec les colons, plus les épidémies se propagent, comme la tuberculose, le choléra ou la variole, qui déciment des tribus entières et qui restent en grande partie responsables de l'effondrement démographique des autochtones. Mais pour autant, les natifs américains ont-ils résisté face à cela? Eh bien, évidemment, oui. Même si c'est un peu plus complexe que ça. Ok. Car s'il y a eu des cas de résistance, il y en a aussi qui se sont rangés du côté des Américains. Au début des années 1860, les États-Unis vont se déchirer du nord au sud lors de la guerre de sécession. Pendant que les Blancs s'affrontent, plusieurs Amérindiens choisissent de s'enrôler dans l'armée, aussi bien celle de l'Union du Nord que Merci. celle de l'armée confédérée. Merci Ali Oh pour le sub. Ils deviennent ce qu'on appelle des scouts. Ce sont des pisteurs et des éclaireurs qui servent dans des unités spéciales qui continueront d'exister bien après la guerre de sécession, puisque les dernières unités scouts seront dissoutes après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un élément assez important, puisqu'elle montre une chose, cette opposition entre les autochtones et les Américains, elle est loin d'être binaire. Certains se rangent du côté des Américains pour différentes raisons, et puis les tribus et les peuples autochtones, entre eux, ils s'apprécient pas forcément, il y a même des guerres. Après la guerre de sécession, remportée par le Nord, l'état-major américain considère que sa principale mission est de sécuriser l'Ouest américain, où les altercations sont de plus en plus fréquentes avec les natifs américains. L'US Army va donc se déployer en nombre dans les Grandes Plaines, passant de 8500 hommes en 1850 à 17 000 en 1890, répartis dans 85 forts. Ces hommes vont devoir faire face à plusieurs révoltes d'envergure, qu'on appellera les guerres indiennes. La première a lieu en 1862. Les Sioux, victimes d'une famine, lancent plusieurs pillages et avec à leur tête leur chef, Little Crow, ils n'hésitent pas à affronter l'US Army. Le général Henry Sibley déploie ses hommes pour mater cette révolte. Les Sioux sont vaincus en septembre 1862 à la bataille de Wood Lake, où 300 Amérindiens sont tués et 2000 sont faits prisonniers, parmi eux les vieillards, les femmes et les enfants. Si les Américains réussissent à mettre fin aux revendications Sioux, cette première révolte en appelle rapidement d'autres. En 1864, ce sont les Cheyennes dans le Colorado qui se rebellent. Ils sont connus eux. Depuis environ 15 ans, la population Cheyenne a drastiquement diminué, depuis une terrible épidémie de choléra qui tua la moitié d'entre eux. Un drame qui a permis aux colons de s'installer sur leurs terres pour chercher de l'or. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est fondée la ville de Denver. Comme les Sioux, les Cheyennes lancent à leur tour plusieurs pillages. En représailles, une milice se charge d'incendier leur principal village et de massacrer ses habitants. Après ça, le nombre d'exactions dans les Grandes Plaines ne va cesser d'augmenter. Ils sont commis aussi bien par des milices que des unités de l'armée américaine, comme lors du massacre de Sand Creek en 1864, où une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants sont massacrés. Et comment ne pas parler de l'un des principaux protagonistes de ces guerres indiennes, le lieutenant-colonel George Custer.
En 1868, il est à la tête du 7e régiment de cavalerie, qui va notamment écraser les Cheyennes dans ce que l'on qualifie tantôt de bataille ou de massacre. C'est la bataille de Washita, durant laquelle le chef Cheyenne Black Kettle est tué, et Custer décide de faire brûler près de 50 tipis. Il fait tuer... Il faisait peur. Il faisait peur, Black Kettle. Tué. Et Custer décide de faire brûler près de 50 tipis. Il fait tuer et scalper une soixantaine de personnes, dont des femmes, et fait même égorger les mules et les chevaux. Ce genre de descente gratuite et brutale, Custer va les multiplier pendant près d'une décennie. Et ce, même en temps de paix, et dans des régions où pourtant aucune révolte autochtone n'avait été signalée. En 1874, alors qu'il encadre la recherche d'or dans les Black Hills, dans les montagnes du Dakota du Sud, une zone pourtant cédée aux Indiens 6 ans auparavant, il se heurte aux tribus qui refusent qu'on envahisse leurs terres. De leurs chefs, Crazy Horse et Sitting Bull forment une coalition entre Sioux, Lakota, Arapaho et Cheyenne. C'est la guerre des Black Hills. La coalition réussit à battre l'US Army à la bataille de Rosebud Creek le 17 juin Mais attends, mais ils avaient des armes et tout. 1876. Mais le coup de grâce est donné quelques jours plus tard, le 25 juin, à la bataille de Little Big Horn, durant laquelle Custer et ses hommes sont massacrés. C'est probablement la plus grande victoire militaire d'une coalition autochtone contre les États-Unis, qui eux vivent ça comme une grosse humiliation. En réaction à la défaite de Little Big Horn, le président Ulysse Grant ordonne des représailles massives. En novembre 1876, plusieurs milliers d'hommes déferlent dans les Black Hills pour se venger. En plein hiver, Sitting Bull et 5000 des siens décident de fuir dans les forêts enneigées, tandis que leurs villages sont réduits en cendres. Putain, De son côté, Crazy Horse tente de résister pendant près d'un an, mais submergé, il finit par déposer les armes en 1877, avant d'être tué d'un coup de baïonnette par un scout américain de l'US Army. Sitting Bull va lui continuer la lutte, mais il finit lui aussi par se rendre en 1881 après une longue résistance. Tenez, il y a un autre épisode marquant de cette résistance des autochtones qui a lieu au sud des Grandes Plaines, à la frontière avec le Mexique. Le chef Apache Geronimo, pour protester contre les conditions de vie indignes infligées à son peuple, lance plusieurs pillages. Un énième conflit éclate et l'armée américaine, commandée par le général Nelson Miles, intervient. Après plusieurs combats, Geronimo et ses guerriers finissent par se rendre en 1886, épuisés après des années d'escarmouches. Ils sont ensuite déportés entre l'Arizona, l'Oklahoma et la Floride. Geronimo abandonna la lutte, se convertira au christianisme et deviendra agriculteur jusqu'à sa mort en 1909. Ah ouais, il a vraiment lâché l'ancien. À la fin l'ancien. du 19e siècle, la conquête de l'Ouest arrive à son terme. Les Américains ont colonisé cet immense territoire, ils y ont construit des villes, des fermes, ils ont chassé le bison et construit des lignes de chemin de fer pour relier d'un bout à l'autre les États-Unis. Les natifs ont quant à eux été pour la plupart parqués dans des réserves, massacrés ou victimes d'épidémies. La résistance amérindienne... Les gars, c'est un génocide. Même si ils vont dire mais non, c'est un génocide, les gars. Face aux États-Unis, un peuple qui a été totalement rasé, tué, c'est génocide X esclavage. Va alors connaître sa conclusion lors d'un épisode sanglant. Mais non, mais il n'y a pas de doute. Nous sommes à l'hiver 1890. La disparition des bisons, un hiver rigoureux, et surtout une nouvelle violation de la part des Américains d'un traité passé avec les Lakota, une tribu issue du Sioux, a réduit le plus beau considérablement la taille de leurs réserves, ce qui a amené à une énième famine. C'est dans ce contexte de désespoir qu'apparaît la Danse des Esprits, un mouvement mystique incarné merci Varavox pour le sub. par un certain Wovoka, persuadé d'être une sorte de messie, qui prophétise devant ses fidèles l'avènement d'un monde débarrassé des Blancs et le retour des troupeaux de bisons. Comme ils craignent que ce mouvement ne s'étende à d'autres peuples autochtones, le gouvernement américain va donc vouloir y mettre fin. Pour ça, il charge le général Miles d'arrêter tous les chefs, dont Sitting Bull, qui sont soupçonnés de soutenir la Danse des Esprits. Mais lors de cette arrestation, la situation dégénère, et plusieurs coups de feu sont tirés, dont un tiré par un scout qui tue Sitting Bull. Cet événement déclenche un ultime soulèvement chez les Sioux, qui se rassemblent derrière un certain Bigfoot, un autre chef Sioux. Ils ont plein de blazes iconiques. Miles et la 7ème cavalerie, celle-là même qui avait été décimée à Little Big Horn, et un régiment d'artillerie se lancent à leur poursuite. Au matin du 29 décembre 1890,
le campement de Bigfoot, situé au bord du cours d'eau Wounded Knee, se retrouve encerclé par l'armée américaine. En tentant de désarmer les Amérindiens, la situation dégénère de nouveau et une fusillade éclate entre les Sioux et les soldats américains. L'affrontement est confus et beaucoup de zones d'ombre continuent d'entourer l'événement. Ce que l'on sait, c'est que les guerriers Sioux, dont Bigfoot, sont tués dans l'affrontement, tandis que les femmes et les enfants qui cherchaient à fuir sont eux massacrés par l'artillerie. Le massacre de Wounded Knee. Non mais vraiment, c'est trop intéressant de regarder faire des réacts comme ça. Ça me fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de réacts géopolitique, histoire et tout. C'est trop lourd. C'est les meilleurs réacts. Parce que t'as les avis des gens. Ça crée des vrais débats intéressants. Ça crée des vrais débats. Dans le chat, les gens sont pas forts. Bon là globalement, tout le monde est d'accord. Y a pas de... Mais des fois, il y a des trucs où les gens sont pas forcément d'accord. Ah mais non, mais là. Parce qu'après, c'est la sensibilité de chacun, l'éducation de chacun, les origines de chacun, ça joue. Par exemple, le point de vue sur... Tout à l'heure qu'on a fait ça, sur les points de vue qu'on avait un peu différents sur l'image des talibans, l'image que les Européens ont envoyée. C'est intéressant. Que l'armée américaine... Après, là, en l'occurrence, excuse-moi de couper encore une fois, il y a une unanimité. Tu peux pas le nier. C'est comme ce que Israël fait en Palestine. Tu vois les images, tu peux pas dire « Ah, mais l'Israël, machin, les pauvres !» Non, c'est eux qui... Bah là, c'est la même chose. Les Amérindiens, les autochtones, tout ce que vous voulez, ils étaient chez eux. Les Européens, des colonies européennes sont venus, ils se sont fait raser, tuer. A longtemps voulu faire passer pour une simple bataille, fait environ 300 morts, dont plusieurs dizaines d'enfants. Et oui, ça c'est aussi un gros problème de la période, les sources viennent souvent que du côté américain. Sur Benzema et la photo, donc pas forcément très objectives. Et parfois, certains événements qu'on a longtemps qualifiés d'affrontements ou de batailles a par la suite été requalifiés en massacre, lorsque de nouveaux éléments sont venus contredire la version officielle de l'US Army. Les corps sont ensuite enterrés à la va-vite dans une fosse commune, mais l'affaire ressurgira rapidement et mettra en cause l'US Army et son commandement, faisant de Wounded Knee l'un des pires crimes commis contre les autochtones, qui deviendra par la suite un symbole de la lutte des natifs américains. Alors que la conquête de l'Ouest touche à sa fin, Wounded Knee marque le dernier chapitre d'une histoire sanglante d'un siècle de conflits, entre colons, les autorités américaines et les natifs américains. Pour autant, la situation est loin d'être réglée. Elle est même pire qu'avant pour les autochtones, qui sont désormais condamnés à vivre dans un pays qui ne veut pas d'eux. À la fin du 19e siècle, 3 millions de colons se sont installés dans les grandes plaines, détruisant l'environnement nécessaire au mode de vie des natifs américains. Ces derniers, réduits à 245 000 début 1900, sont parqués dans 300 24 réserves, heures, non, je peux pas. où ils reçoivent une maigre aide financière et alimentaire, ainsi que la visite de missionnaires et d'enseignants chargés de les encourager à se sédentariser, à adopter le christianisme et le mode de vie des Blancs. Ils sont victimes d'une politique violente et raciste, des danses religieuses aux conseils tribaux. La justice américaine considère désormais tous ces comportements traditionnels comme des délits ethniques. Depuis la fin des années 1870, il y a même des pensionnats qui ont été créés, dans le but d'envoyer des jeunes natifs américains issus des réserves pour les éduquer à l'occidental et leur faire abandonner leurs traditions. Et à force, certains membres de tribus finissent par accepter cette acculturation et décident de devenir de vrais citoyens américains. Oh là là. Après la Première Guerre mondiale, durant laquelle 25 000 natifs ont combattu dans l'armée américaine, le Congrès décide en 1924, avec l'Indian Citizenship Act, d'accorder la nationalité américaine à tous les natifs américains, en plus de leur identité tribale. Non, vraiment, les Américains, c'est vraiment... Vraiment, ils ont fait vraiment du mal dans ce monde. C'est une dinguerie. Puis, entre ça et l'esclavage, je suis sûr, il y a même deux choses que je ne connais pas. 10 ans après, sous le président Roosevelt, l'Indian Reorganization Act rend aux tribus leur autonomie, ce qui leur redonne notamment le droit d'élire leur chef. Mais la situation évolue peu, et il faut attendre les années 60 pour l'esclavage, c'est pas parti des Américains, mais ils ont été une très grosse plaque tournante de l'esclavage. qu'en parallèle des mouvements pour les droits civiques, apparaissent des groupes et des organisations qui militent pour le droit des natifs américains. Mais aujourd'hui, plus d'un siècle après Wounded Knee, la situation reste encore extrêmement précaire pour de nombreux amérindiens. J'étais tombé sur des tweets
de descendants. C'était quoi, il a été élu il y a ouais, l'an dernier, je crois, Donald Trump. Ouais, l'an dernier, Donald Trump. Et j'avais vu des tweets de descendants descendants d'Amérindiens qui en parlaient et tout. Et que, en gros, c'était toujours la merde pour eux. Ils avaient toujours des difficultés, l'intégration et patati et patata. Et bien sûr, j'avais vu des trucs, j'avais des tweets et tout. Et la situation est toujours compliquée pour eux, quoi. De 245 000 début 1900, on estime leur nombre aujourd'hui à 5 millions. Un chiffre qui varie, car difficile à estimer. Car si environ 1 million vivent toujours dans les quelques 310 réserves et sont toujours liés à une des 550 tribus reconnues officiellement aux États-Unis, nombreux sont ceux qui se sont métissés et intégrés dans la population américaine au fil des générations. Si, sur le plan administratif, ils sont considérés comme des citoyens américains de plein droit, dans les faits, pour ceux qui choisissent de vivre librement au sein des réserves, la réalité est peu reluisante. Le chômage et la mortalité infantile sont plus élevés qu'ailleurs. Il y a un manque d'accès aux soins, l'espérance de vie est réduite, ou encore il y a de nombreux soucis liés à l'alcool et à la drogue. Tel est le quotidien de bon nombre de tribus vivant dans... Mais c'est la précarité. C'est la précarité. C'est pour ça que des fois les mecs balancent des phrases. Ouais, mais les Noirs aux États-Unis sont violents parce que blablabla. Parce que les Noirs sont très souvent précaires. C'est pas la couleur de peau qui va avoir une incidence dans ton cerveau et qui va faire que tu vas devenir un tueur maintenant. C'est la précarité de ta communauté qui fait que tu te retrouves très facilement dans les crimes, très facilement dans les délits, très facilement dans la pauvreté, les maladies, tous ces trucs-là. C'est la précarité. Et eux, malheureusement, ce sont des gens qui traînent, excuse-moi du terme, mais c'est des mecs qui traînent une précarité depuis des siècles. Depuis des siècles. Il n'y a pas d'ascension sociale pour ces mecs-là. T'es dans ton, comment dirais-je, t'es dans ton campement avec ta famille, puis vous évoluez, mais il n'y a pas de... À aucun moment, il y a un bond en avant. Les mecs sont pauvres sur des générations et des générations et des générations. Donc au final, les mecs sont le fruit de toutes ces années, vulgairement dit, d'esclavage. Donc encore une fois, c'est pas... Parce que je sais que très souvent, les gens vont dire « Ouais, mais... c'est toujours... Il y en a qui aiment bien, les racistes en France, ils aiment bien, ouais, c'est toujours les mêmes. Non, c'est pas la couleur de peau qui détermine, c'est la couleur de peau qui les détermine dans le sens où ils ont été déterminés par ils ont subi cette pauvreté via leur ethnie de base. Voilà. Essayez de bien comprendre ce que je dis parce que ça peut être mal interprété ce que je viens de dire. Mais s'ils sont précaires, s'ils sont pauvres, c'est pas parce qu'ils sont indiens, c'est qu'il y a tout un contexte qui a été créé, il y a tout un schéma qui a été créé depuis des siècles et qui fait qu'ils terminent dans ce genre de choses, tu vois. Voilà. Je crois qu'on se rend pas compte qu'au-delà de la violence physique, ce sont des violences identitaires de fous qu'ils ont subies. Bien sûr, des violences identitaires. C'est-à-dire qu'on te dit de renier ton identité, on te dit de changer. Moi, je suis chrétien, hein, mais on te dit de lâcher ta religion au profit du christianisme, on te dit de ne plus faire tes danses parce que c'est vu comme des trucs de sauvages et des trucs... c'est comme ça, c'est ça, t'as totalement raison. Des réserves dans l'indifférence générale. Après 4 siècles Exactement, et quand tu reprends l'histoire, cette précarité, elle a été créée par ces mêmes gens. Voilà. de colonialisme, les séquelles sont aujourd'hui encore bien présentes. Effectivement. Vient alors la difficile question du génocide. Les États-Unis ont-ils commis un génocide contre la population native américaine? Mais ça s'appelle comment, ce qu'ils ont fait? Mais techniquement, ça s'appelle comment? Tu viens sur une terre, tu tues des gens, tu appauvris des gens, tu chasses des gens. On appelle ça comment? Si on va voir la définition stricte des génocides, on est dedans. Un braquage. C'est un peu ça, hein. Ils sont venus, ils ont dit allez dégage, on prend vos affaires. En 4 siècles, la population autochtone est passée d'au minimum 3,5 millions à seulement 250 000. 250 000. Les États-Unis ont signé 400 traités avec une multitude de tribus. Mais l'historien Howard Zinn rappelle que le gouvernement les a tous bafoués, en cédant face aux pressions des colons pressés de s'installer sur les terres des autochtones. Le gouvernement américain a également longtemps couvert les crimes commis par son armée. C'est vrai que les États-Unis n'ont jamais officiellement déclaré la guerre à la moindre tribu. Mais dans les faits, les Américains n'ont pas cessé de combattre les natifs américains de leur indépendance en 1776 jusqu'à Wounded Knee en 1890. L'expansion des colons américains dans les Grandes Plaines et sur la côte ouest a mis en péril la survie des autochtones,
qui ont été exploités, maltraités, expropriés de leurs terres, déportés ou bien directement décimés par des massacres ou des épidémies. Et tout ça en ajoutant la politique d'acculturation menée par le pouvoir américain Pas oublié. pour arracher aux natifs américains leur culture et leurs traditions. Et s'ils voulaient un tant soit peu être considérés comme des citoyens américains, même de seconde zone, ils devaient renoncer à leur mode de vie, C'est un truc de se fou. sédentariser ou bien se convertir au christianisme. Le terme de génocide fait son apparition au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, grâce aux travaux d'un certain Raphaël Lemkin, un juriste juif polonais. À l'origine, la définition du génocide proposée par Lemkin est assez large, puisqu'elle ne se limite pas qu'à une extermination méthodique, mais aussi les famines organisées, le travail forcé, la destruction des biens, de la culture, des langues, Les gars, on y est. On y est. C'est un génocide. ou de la souveraineté politique d'un peuple. Et quand on ajoute à ça la volonté d'Hitler de faire des grands espaces d'Europe de l'Est son espace vital, qui devait être colonisé par une race supérieure, puis qui devait chasser ou exterminer les habitants natifs de ces endroits, certains ont rapidement fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec les natifs américains. Mais aux États-Unis, il était inconcevable de se voir comparé aux nazis. C'est pourquoi la définition de génocide proposée par Lemkin a été rapidement raccourcie. Un acte de génocide ne se limite plus qu'à la destruction physique d'un peuple, que ce soit par le meurtre ou par d'autres moyens, comme la stérilisation ou l'enlèvement d'enfants. Même si ça aussi, ce sont des actes qui ont été commis contre les natifs américains. Avec tous ces éléments, on pourrait clairement qualifier tout ça de génocide. Oui, mais... Malgré ça, la question du génocide reste délicate. Déjà, car elle ne fait pas consensus chez les historiens. Car certains pensent que, même s'il est évident que certains crimes et certaines déportations ont été motivés par une haine et un racisme contre les Amérindiens, le pouvoir américain, lui, n'a jamais émis clairement une volonté d'exterminer la population autochtone. Et la différence, elle est là. C'est pourquoi certains spécialistes préfèrent parler d'ethnocide. À la Pourquoi? différence d'un génocide, qui consiste à l'extermination Pourquoi? pure et simple d'un peuple C'est la même pour ce chose. qu'il est, un ethnocide, c'est la volonté d'effacer les C'est pour adoucir les crimes. caractéristiques Ce culturelles d'un terme. peuple, pour le fondre dans un Terme. autre. Oui, il y a donc eu des tas d'atrocités commises par les colons et les autorités américaines, dont l'US Army. Les natifs américains ont été tués, déportés dans des réserves où ils ne pouvaient pratiquement rien cultiver, on a nié leurs droits, on les a maltraités, ça c'est indéniable, les preuves sont très nombreuses. Donc même si on peut sans doute parler de crimes contre l'humanité, d'ethnocide, malgré le fait que les descendants d'Amérindiens et les mouvements décoloniaux militent pour que cela soit considéré comme un génocide, ne serait-ce que pour mettre un mot sur les souffrances qu'ils ont endurées, la question fait toujours débat chez les historiens pour savoir si oui ou non il s'agit d'un génocide. Mais si, les gars. Et c'est certainement pas moi, ici et maintenant, qui vais trancher la question. C'est Mais dommage. c'était, je pense, néanmoins important d'en parler. Moi, je tranche, c'est un génocide. Même si on ne peut pas apporter une réponse définitive à Clairement. cette question. Tellement cette partie de l'histoire américaine est souvent mise sous le tapis. Très bonne vidéo, monsieur, la folle histoire. C'est la fin de cette vidéo, après encore une fois un C'est bon gros très, morceau très, très sur bonne un vidéo. sujet pas facile. Voilà, très 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 bonne vidéo. Voilà. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes,